Bonjour, je suis Corinne Blanc-Faugère, révélatrice de charisme et de valeurs. Je suis l'anti-sieste de votre impact. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier parce qu'en fait, je vous partage le podcast qui a été enregistré par Véronique Plouvier en l'occasion de mon interview au sujet de la sortie de mon livre, mais plus précisément sur le thème de entreprise et écriture. Le fait d'être entrepreneur et auteur a intéressé Véronique Plouvier car c'est le thème de son podcast. Et du coup, je vous le partage ici même. Bonne écoute et on se retrouve juste après. Pour inspirer et aider les professionnels qui veulent écrire un livre, j'ai décidé d'aller à la rencontre d'auteurs et de leur demander de nous parler d'écriture. Moi, ce qui m'intéresse n'est pas du tout la théorie, c'est le partage d'expériences, les conseils, les astuces, les exemples concrets. Ça vous intéresse aussi ? Alors c'est parti ! Bonjour Corinne. Bonjour Véronique. Je suis ravie de vous recevoir parce que le titre de votre ouvrage paru chez Le Duc m'a absolument enthousiasmée. Le livre s'appelle « Maîtriser l'art de la répartie ». Et je dois dire que personnellement, j'ai tellement ruminé des réponses quelquefois et pour trouver la bonne formule qui vient 1 heure, 2 heures, voire le lendemain, que j'ai vraiment envie de vous écouter sur ce sujet. Alors Corinne, est-ce que vous voulez bien vous présenter avant qu'on parle de votre livre ? Oui, bien sûr, avec plaisir Véronique. Alors je suis Corinne Blanc-Faugère. J'aime à dire que je suis révélatrice de charisme et de valeurs. Et mon métier, c'est d'être coach en fait, coach en communication. Et pendant 25 ans, j'ai été actrice, comédienne professionnelle et improvisatrice, ce qui a fait que j'ai développé une certaine aptitude à la répartie et un certain tac au tac, bien qu'on aura l'occasion sans doute d'en reparler. Mais je considère que, et j'en parle dans le livre, la répartie, c'est pas que du tac au tac. On a le droit aussi, pour bien répondre, de s'octroyer quelques secondes et de s'accorder ça, en fait. Et donc, du coup, pour me finir de me présenter, j'ai créé plusieurs entreprises dans ma vie. J'ai eu pendant plus de 15 ans une compagnie de théâtre. Et là, j'ai une entreprise de coaching et de formation et de conférences, en fait, sur conférences et coaching plus. Et j'ai créé depuis la rentrée une école de communication pour les professionnels sur ma commune dans le Gard. Vous vous adressez davantage aux entreprises ou aux particuliers ? Aux professionnels dans l'entreprise, pas aux entreprises en général. Moi, je m'adresse vraiment à l'individu, mais par l'axe du professionnel ou des prétextes professionnels pour les aider à se déployer. Très bien. Alors, parlez-nous de ce livre. D'abord, à qui s'adresse-t-il ? Alors, nous avons convenu avec l'éditeur, le Duc, de faire vraiment un ouvrage qui parle au plus de monde possible. Si moi, professionnellement, je m'adresse aux professionnels, en revanche, dans l'écriture et avec ce livre en particulier, je m'adresse vraiment à toutes sortes de personnes qui ont besoin, même dans leur vie privée, d'avoir une meilleure approche, une meilleure posture pour s'affirmer finalement dans toutes leurs relations, quelles qu'elles soient. C'est donc un livre grand public ? C'est un livre grand public, oui. Et c'est pour ça que dans le livre, je donne plein d'exemples et des situations vraiment tout azimut, que ce soit situation professionnelle ou personnelle, ou vraiment très très large. C'est important aussi de pouvoir donner plein de clés à tous les lecteurs. Alors, j'ai lu sur la 4e de couverture que vous proposiez, je lis, une méthode inédite et pragmatique, et vous parlez d'un ouvrage accessible et outillé. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Concrètement, merci d'aborder ce sujet parce que voilà, moi aussi j'aime les choses concrètes, donc c'est parfait. Concrètement, c'est-à-dire que j'ai construit ce livre comme un accompagnement au coaching. C'est-à-dire que je me suis projetée par aussi l'expérience que j'en ai d'accompagnement, dans la peau, si je puis dire, du lecteur, et je me dis, bon, si quelqu'un manque de répartie, et j'ai mis des hypothèses comme ça, comme une sorte de parcours de lecture, et j'ai construit ça non pas comme des chapitres, mais comme des clés. L'idée, c'est vraiment donner des clés, parce que j'aime bien le petit clin d'œil de les clés, ça ouvre, oui. D'accord ? Commence d'emblée par la clé sur, on a tous des blocages, d'où ça vient. Donc, on a bien sûr des freins individuels par rapport à notre histoire, mais aussi par rapport à notre système neurophysiologique, par rapport à notre culture, à notre société, tout ce dont on baigne depuis toujours. Il y a tout ça. Et après, il y a comment gagner en confiance en soi, comment faire un pas de côté aussi par rapport à notre quotidien, notre manière de nous voir à nous,
aborder aussi un peu de connaissances. C'est pas de la neuroscience, évidemment, hein, mais c'est aborder comment fonctionne notre cerveau pour justement pouvoir s'en servir et non plus le subir, finalement, dans notre communication et dans notre manière de nous présenter aux autres aussi. Tout ce qui est, après, je parle d'intelligence émotionnelle aussi. Comprendre pourquoi des fois on a des émotions, comment ça marche, situation gâchette, les mots gâchettes. Qu'est-ce que c'est qu'un mot gâchette ou une situation gâchette? Alors, un mot gâchette, ma chère Véronique, imaginez, vous me parlez et dans tout ce que vous me dites, il y a des mots ou un mot en particulier qui, chez moi, déclenche quelque chose. Ça peut déclencher, comme son nom l'indique, gâchette, ça va très vite, ça peut aller très très vite, parce qu'on est dans le non-conscient, là, vous voyez. Ça peut déclencher de l'amour, parce que là, c'est pas gênant. Ça peut déclencher de la joie, c'est pas gênant non plus. Mais là où ça devient compliqué dans la relation à l'autre, c'est que ça peut déclencher de la colère, de l'agacement, de la tristesse ou des peurs. Et c'est là que, du coup, concernant vraiment la répartie en particulier, on va se mettre en mode défensive, et c'est là que ça marche pas, en fait. Parce que quand on se défend, notre reptilien, là, cerveau archaïque, mais on l'a toujours, il nous met dans un état particulier. Et du coup, selon qui nous sommes, on va se pétrifier, en fait, dans une espèce de repli sur soi. Oui. Et on reste sans voix. Et quelques temps après, souvent le soir, avant de s'endormir, là, au moment où on lâche tout, ou la nuit, d'un coup, mais pourquoi j'ai pas répondu ça? C'est vrai. Et parce que c'est là qu'on lâche prise, en fait. C'est là qu'on s'autorise à ne plus être comme ça dans une espèce de pression interne ou de contrôle de soi. Ou bon, il y a tellement de choses qui se jouent. Et donc, j'explique tout ça dans le détail, je donne des exemples, parce que vraiment, j'ai voulu construire ça comme un guide. Vraiment, le guide, évidemment, de la répartie, parce que le but, c'est qu'à la fin, au final, c'est pour ça que la 10e clé, je donne des conseils sur l'improvisation théâtrale. En fait, l'improvisation, vous savez, les matchs d'impro, tout ça, j'étais coach d'impro pendant des années, j'ai animé des matchs d'impro en public. Pourquoi ça marche, l'improvisation? Parce qu'en fait, on se met dans une position où on est dans le oui. On est dans ce qu'on appelle le jeu du oui. C'est-à-dire qu'on est ouvert aux propositions de l'autre pour rebondir dessus, et c'est comme ça qu'on construit l'impro, et c'est pour ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'aussi le public, après, les fans disent « Ah, c'est trop drôle, machin, moi. » Parce qu'on est on n'est pas dans le non, on réfléchit après, on est dans le oui, on réfléchit après. En gros, vous aurez compris, Véronique, c'est le contraire de notre culture actuelle. Partout, on voit apprenez à dire non, savoir dire non, comment dire non. Le problème, c'est que ça peut aider des gens qui manquent d'affirmation d'eux-mêmes. Le problème, c'est qu'on cultive encore ce truc d'aller vers la partie vide du verre. Et ce que j'invite à faire, le lecteur, là, avec ce livre, dans tous mes accompagnements d'ailleurs, c'est plutôt d'aller vers la partie pleine du verre, comment je peux réagir, comment je peux apprendre à réagir pour que ce soit bénéfique pour moi, pour que ce soit épanouissant pour moi. Et donc, il y a un chapitre d'ailleurs, une clé qui s'appelle « L'art précieux de dire oui ». Très bien. C'est un très joli titre en plus. Merci. Alors, on l'a compris, vous avez parlé de comédie, d'école d'improvisation, etc. Donc, vous êtes plutôt dans l'oral. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire un livre? Quelle est l'histoire de ce livre? Ah, merci de me poser la question, Véronique. Bah, écoutez, j'en ai des frissons parce que c'est ma petite fierté, en fait. Je vous explique. Depuis longtemps, j'écris. En fait, à l'âge de 17 ans, en pleine adolescence et les tourments comme tout le monde, hein, je me suis tournée vers l'écriture comme pour à la fois mettre à l'extérieur ce qui se passait dedans, enfin tout un tas de choses. Ça a été pour moi toujours un moment particulier, l'écriture, depuis toujours. Et ça m'a suivi. Et là, il y a à peu près 5 ans, même pendant ma compagnie de théâtre, j'écrivais beaucoup de pièces de théâtre que je faisais jouer à mes élèves ou avec les comédiens que je mettais en scène. Et quand je me suis réorientée professionnellement pour décider de prendre la casquette de coach, même si je m'étais formée à l'université en parallèle de mon école de théâtre pour être psychosociologue, j'ai eu besoin en fait de revenir à ça. Donc, il y a 5 ans, j'ai décidé de créer ma société actuelle et je me suis dit, je vais en profiter avec l'émergence du web, parce que mon entreprise s'appelle Humain Digital. Oui. Donc, je dis, tiens, comment être un humain sur le digital et que, quoi qu'il arrive, on reste humain sur le digital. Alors, puisque j'étais actrice, j'aurais pu faire des vidéos, c'était facile. Puisque j'ai travaillé aussi en radio et j'ai animé plein d'émissions, j'aurais pu faire des podcasts. Mais j'ai décidé de commencer par l'écriture, d'écrire des articles. Votre amour de jeunesse, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Pour me reconnaître, ça faisait sens pour moi, vous voyez. Et comme je suis assez présente sur LinkedIn, c'était un endroit où on lit beaucoup des articles, où il y a des relations intéressantes entre professionnels. Autour de l'écriture, je me suis dit, voilà. Alors au début, j'avais un peu la pression parce que c'est pas facile d'accepter, de montrer au monde finalement qui on est à travers l'écriture. Parce qu'on se livre. Après, on entend à différents niveaux, mais même si c'est des articles comme ça, mon enjeu, c'était, je veux montrer aux gens qui ne me connaissent pas
qui je suis, ma valeur ajoutée, mon point de vue, ma bienveillance. Et si ça marche, à ce moment-là, je commencerai à faire des podcasts et après, je ferai des vidéos. J'ai préféré le voir comme ça. D'accord. Et j'ai eu tellement de retours par rapport à ce que les gens recevaient de moi, de mon intention, que ça m'a touchée. Et il s'avère qu'il y a 2 ans, j'ai eu la chance d'être repérée par Pascal Schenk, qui est journaliste et qui était mandaté par l'édition Le Duc pour trouver un auteur sur la répartie, pour écrire un livre, parce qu'ils n'avaient pas d'auteur sur ce sujet-là. Les articles que tu avais publiés sur LinkedIn étaient déjà sur la répartie? Il y en a certains, oui, et surtout sur mon blog, en fait. Ah oui, sur mon blog, à la répartie, la communication relationnelle, vraiment tout cet aspect-là, prise de parole en public aussi, parce que c'est aussi forcément mon credo. Et donc, Pascal Schenk nous a mis en relation avec l'éditeur. En plus, c'était évidemment un de mes projets d'écrire un livre. Mais j'avais pas envie de faire du porte-à-porte chez les éditeurs, parce que j'avais pas envie de tomber là-dedans. Ça me correspondait pas, en fait. Donc, je me suis dit, on verra. Et voilà, donc, et puis la répartie, évidemment, ça me paraissait tellement cohérent avec ce que j'avais à apporter au niveau d'un livre. Et ça s'est fait vraiment comme sur du velours. J'ai fait des propositions de sommaire, ils ont validé. J'ai fait des propositions de contenu de chapitres, ils ont validé. Du coup, j'ai pu vraiment construire ce livre et ça, c'était vraiment plaisant avec toute ma cohérence de ma posture de coach d'aujourd'hui, quoi. Nourrie par tout mon passé. Bien sûr. Donc, une expérience extrêmement plaisante. C'est les mots que vous employez et vous confirmez. Oui, exactement. Et vu que votre podcast se positionne particulièrement autour de l'écriture, si vous permettez, je voudrais préciser que quand j'écris, je sais pas si vous avez eu déjà des témoignages de ce genre-là, mais quand j'écris, quel que soit ce que j'écris, c'est comme si j'étais ailleurs, quoi. Vous êtes en état de flow, comme on dit, oui. Ouais, comme si j'étais au fond de moi, et alors il n'y a rien d'autre qui existe. Et j'adore cet état-là, en fait. C'est presque proche de la méditation, mais c'est encore autre chose, puisque je suis dans un état de, entre guillemets, production. Voilà. Moi, j'ai trouvé vraiment, avec l'écriture, mon lieu ressource, mon moment ressource. Et je me mets un point d'honneur à écrire un certain temps par jour, un certain temps par semaine, parce que c'est aussi un équilibre pour moi, en fait. Formidable. Alors, je suis allée sur votre site, Corinne, et j'ai vu que votre slogan est « Devenez remarquable ». Et donc, j'ai envie de vous demander, un livre contribue-t-il à devenir remarquable? Absolument. Alors oui, Véronique, c'est une très bonne question parce que oui, en effet. Ce qui m'a plu dans cette invitation « Devenez remarquable », c'est le double sens qu'a ce mot « remarquable ». C'est-à-dire, faites-vous remarquer, voyez, mais pas encore une fois pour se mettre en avant, hein, pour se mettre en valeur. Plutôt, c'est ça, à mon sens, hein, que faites-vous remarquer en restant vous-même, en fait. C'est ça qui est super important. En devenant la meilleure version de vous-même. Et en même temps, devenez remarquable. Quand on est remarquable, ça veut dire qu'on est quelqu'un de bien aussi. C'est vrai, il y a un double sens, absolument. Et ça m'a plu. Il me semblait que ça se rapprochait aussi de ce qu'ont besoin les gens aujourd'hui, de ce qu'a besoin l'humain aujourd'hui dans cette foultitude d'informations, de sollicitations, etc. Des fois, on se perd un peu, en fait. On a besoin de revenir à soi, mais à son vrai soi, pas un soi fabriqué ou parce qu'on croit qu'il faut ci, il faut ça. Allez. Profitons de la nouvelle année justement pour prendre des bonnes décisions. Et si 2021, c'était l'année de soi, c'est-à-dire que ceux qui nous écoutent, et si c'était votre année où vous deveniez vous-même, en fait, vraiment, enfin, deveniez ou continuez à être vous-même au fond de vous-même, de ce que vous voulez être. Quelles ont été les retombées de ce livre? Qu'est-ce que ça vous a apporté, peut-être personnellement et puis ensuite professionnellement? Alors, personnellement, ça a été valorisant parce que ça m'a montré que j'étais capable de construire un livre et en plus d'être reconnue par un éditeur de renom, en plus. Donc ça, c'était sur le plan personnel très chouette, vraiment, une belle reconnaissance. Sur le plan professionnel, ça m'a apporté des propositions de demande de conférences parce que du coup, j'ai créé une conférence sur maîtriser l'art de la répartie où je donne vraiment des astuces et des techniques pratico-pratiques. Des propositions de coaching aussi. Voilà, ça a créé des ouvertures. Et aussi comme une crédibilité. Vous savez, je ne sais pas comment vous voyez les choses ou comment vos intervenants précédents voient les choses, mais il me semble qu'en France, à partir du moment où on écrit un livre, c'est comme si on devenait quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? On était reconnu ou à un niveau reconnu, ou je ne sais pas, on devenait quelqu'un, quoi. L'écrit fait toujours foi. Et en fait, les personnes qui publient un livre sont immédiatement reconnues comme des experts. Absolument. C'est ça. Et donc, ça, j'ai envie de dire, ça pose le cadre. C'est-à-dire que pour ceux qui ne me connaissaient pas,
bien, ils vont du coup voir sur mon profil LinkedIn que je tiens à jour régulièrement, sur mon site, etc. Donc, ils peuvent en savoir un peu plus sur moi et voir finalement mon parcours. Et ça offre une certaine crédibilité aussi et un mot important, légitimité. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien sur YouTube, etc., tout un tas de personnes s'improvisent à donner des astuces. Et je dis bien astuces, pour le coup, c'est le mot choisi. Des espèces de recettes. Oui, faites ci, faites ça, vous gagnerez partie, pour machin, tac au tac. Alors, dans le lot, il y en a qui sont pas mauvais, ces conseils-là. Le seul truc, c'est que on peut pas parler à tout le monde. On est tous tellement différents. On a des vécus différents, on a des sensibilités différentes, on a une maîtrise émotionnelle différente. Et d'ailleurs, c'est ce que m'avait dit Madame Schenk quand elle m'avait sollicité. Elle m'a dit, en fait, vous avez une vraie approche globale. En fait, c'est ce qui m'a plu chez vous, ce qui nous a plu chez vous. C'est que vous donnez pas des astuces et des recettes, vous avez une vraie approche globale. Une méthode, ça, en fait. Voilà. Et ça, c'est mon côté coach aussi, au-delà du côté auteur. Bien sûr. Quel conseil donneriez-vous à des professionnels, des coachs comme vous, ou même au sens un peu plus large, qui souhaiteraient écrire un livre? Alors, déjà, j'ai envie de dire attention parce que avec l'émergence très, très colossale des sollicitations par le web, on est souvent sollicité par des éditeurs qui sont en réalité des imprimeurs et non pas des éditeurs, Tout à fait. et qui nous demandent une contribution financière pour être édité. Ça, c'est forbidden. N'y allez surtout pas, parce que déjà, si vous demandez ça, ça veut dire que potentiellement, ils n'ont pas forcément de réseau et potentiellement, ils n'ont pas de distributeur. Et n'oublions pas que tout éditeur, même qui est en pignon sur rue, sont en accord avec des distributeurs qui, eux, font le job de distribuer dans toutes les librairies, les grandes, petites, etc., de France et de Navarre, au-delà d'Amazon. Et justement, en fait, Amazon, aujourd'hui, offre un service, je ne sais pas si vos auditeurs le savent, pour pouvoir être édité, et on ne paye rien. Oui, oui. KDP, la plateforme d'auto-édition d'Amazon. Oui. Voilà. Et beaucoup d'écrivains le disent aujourd'hui, ça va se démocratiser beaucoup, ça, l'auto-édition, mais il n'empêche qu'on peut faire d'auto-édition, mais aussi rester dans la qualité. Et ça, c'est important. Je trouve que vraiment, il faut être très vigilant par rapport à ça, parce qu'on a vu beaucoup d'éditeurs locaux, ou voire, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui sont imprimeurs, mais même c'est le cas aussi d'Amazon, ils ne corrigent pas. Ils font pas attention à la mise en page. Il n'y a pas ça, c'est à nous de le faire dans ces cas-là. Et c'est là où c'est compliqué quand on s'y connaît pas, parce que c'est un métier, quoi. Absolument. C'est pour ça que j'accompagne les auteurs et qu'ils visent la qualité pour démontrer leur professionnalisme déjà, et puis Voilà. pour que l'ouvrage, une fois publié, ne soit pas contre-productif et n'aille pas à l'encontre de l'image de marque qu'ils veulent mettre en avant. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous deviez écrire, je ne sais pas s'il y a un deuxième livre en préparation, mais si vous deviez écrire un deuxième livre, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous feriez différemment? Dans la manière d'écrire, dans la manière de concevoir le livre, le programme, de quoi vous voulez parler? Globalement, est-ce qu'il y a quelque chose que vous dites, tiens, cette fois-ci, j'aimerais faire autrement, ou j'ai fait une erreur, ou ça a été un peu difficile et vous avez perçu une autre façon de faire qui vous semble plus fluide ou plus facile, je ne sais pas. Alors, au niveau de l'écriture, non, et du contenu du livre, non, parce que, en fait, j'avais accumulé beaucoup d'informations. J'ai l'équivalent de 3 livres, hein, en fait. J'ai fait un premier tri moi, après on a fait un tri avec l'éditeur. Ça aussi, si je puis me permettre, pour vos auditeurs, il est important aussi de garder son intégrité parce que il y a des correcteurs chez les éditeurs qui vont, mais ça sûrement vous les accompagnez là-dessus sans doute. Les correcteurs, ils doivent faire rentrer dans un certain nombre de mots et de caractères. Il y a un format, évidemment. Il y a un format. Donc, même si on est libre de parler de ce qu'on veut, du coup, ça amène à faire parfois soit des coupes, soit des transformations, des tournures de phrases. Mm-hmm. Et ça, c'est très important que l'auteur garde son intégrité par rapport à ça. Que ce soit un auteur ou un écrivain. Moi, j'aime la nuance. L'écrivain, c'est plutôt un roman et l'auteur, c'est plutôt des choses plutôt techniques. Je vous suis là-dessus, oui. Et du coup, c'est important d'oser dire, non, ça, en fait, c'est là, cette phrase, si on la garde comme ça veut pas du tout dire ce que moi je voulais dire. Donc, je vous propose qu'on la retravaille parce que blablabla, ou non, ce concept-là, je veux exactement le garder comme ça parce que c'est très important pour moi de le dire comme ça. Alors après, ça dépend de quoi on parle, bien sûr. Mais moi, comme j'accompagne justement dans le livre, accompagner le lecteur pour qu'il voit les choses autrement, si on lui présente comme étant des choses classiques qu'il voit partout, ça n'a aucun intérêt. Oui, il faut qu'il y ait une cohérence entre la forme et le fond. Oui. Exactement. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais.
Donc ça, par contre, comme j'ai développé avec le temps une certaine affirmation de moi-même, j'ai osé en fait ça dès le début, dire à la correctrice et aux différents, la personne qui faisait la maquette, etc. aussi, dire non, là c'est pas possible comme ça. Et ça a été entendu, hein, et vraiment ça a été super. Mais le seul truc, c'est que c'est à l'auteur de le dire, parce que personne est à sa place dans sa tête. Bien sûr. Donc là, vraiment, si à un moment donné dans votre vie, ceux qui écoutez là, vous devez avoir de l'audace, c'est à ce moment-là. Un très bon conseil, parfait. Pour terminer cet entretien, Corinne, est-ce que vous voulez bien partager un souvenir joyeux à propos de ce livre? Écoutez, c'était très récent. J'ai fêté les 1 an là, de la publication, il n'y a pas très longtemps, c'est le 19 novembre. Et je l'ai publié sur mon profil Facebook. Dire voilà, je partage avec vous cet anniversaire un peu particulier, etc. Et en fait, j'ai eu énormément de réactions. Je m'y attendais pas, de la part aussi de personnes de ma famille que j'avais pas vues depuis des années, qui certains sont à l'étranger, etc. Et du coup, par ce prétexte-là, ils sont rentrés en relation avec moi et du coup, on a repris contact et ça, c'est vraiment chouette. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, Corinne. Merci beaucoup à vous, Véronique, et je vous souhaite une belle continuation dans vos podcasts autant que dans votre posture professionnelle. Merci beaucoup. L'épisode touche à sa fin. Merci de votre écoute. Si vous aimez Plume et Entreprise, la meilleure façon de soutenir ce podcast est de laisser un avis 5 étoiles ou tout simplement de le recommander autour d'eux. Et en attendant le prochain épisode, je vous invite à découvrir mon site veroniqueplouvier.com. À bientôt. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ce podcast et peut-être il vous aura évoqué chez vous, inspiré des envies d'écriture, pourquoi pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous savez que je reste à votre écoute, autant pour des coachings sur l'éloquence, la répartie, votre leadership aussi, bien sûr, et aussi, puisque l'écriture fait partie de mon quotidien depuis des années maintenant, si vous avez des velléités d'écriture, eh bien, on en parle. Je vous dis à très bientôt et des podcasts pour être avec vous de façon toujours plus directe. À très bientôt et surtout prenez soin de vous. Au revoir.